Leur immeuble a été détruit au premier jour de la guerre. Ils dorment depuis dans une école qui sert de refuge à des milliers de personnes. À mon avis, c'est cette question de l'impunité qui alimente aujourd'hui ce conflit auquel on ne parvient pas à trouver une solution. La situation y est catastrophique, absolument tout manque. Tous les jours, l'enclave est bombardée par l'armée israélienne. Cette culture d'impunité, elle doit cesser parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Bonjour, je m'appelle Yohann Soufi, je suis avocat français, mais principalement qui pratique devant les juridictions pénales internationales. Je suis aussi enquêteur et juriste pour l'Organisation des Nations Unies et je suis l'ancien chef du bureau juridique de UNRWA, donc l'agence en charge des réfugiés de Palestine à Gaza de 2020 à 2022. Depuis le 7 octobre, et compte tenu du caractère atroce des crimes qui ont été commis à la fois par le Hamas en Israël, mais aussi par l'armée israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, eh bien de part et d'autre, effectivement, il y a eu une utilisation peut-être, je dirais même sans précédent dans l'histoire de ce conflit, des outils du droit pénal international et notamment des notions que sont crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide ou nettoyage ethnique. De tout temps, en fait, les outils du droit international et notamment les crimes ont fait l'objet d'une utilisation par les juristes d'une part, mais aussi par les médias, par les politiques, les diplomates et par la population dans son ensemble. En Cisjordanie, il y a un nettoyage ethnique au détail qui est en train d'être fait. 175 Palestiniens ont été tués en 2 mois. Des villages sont vidés. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique au détail. Ce que fait l'État israélien à Gaza, la France est trop silencieuse sur ce grave risque de nettoyage ethnique. Évidemment qu'il faut appeler à un cessez-le-feu, évidemment qu'il faut appeler finalement à stopper ce qui s'apparente de plus en plus à un nettoyage ethnique. La qualification des crimes, c'est toujours les tribunaux nationaux et internationaux sur la base d'enquêtes indépendantes, impartiales et complètes. Et donc le temps de la justice n'est pas celui des médias ou même de la diplomatie. Et donc, c'est uniquement à l'issue d'un procès où on entendra l'ensemble de la preuve à charge et à décharge où on pourra qualifier les crimes. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que, en tout cas, de part et d'autre, à la fois l'attaque du Hamas le 7 octobre et les opérations israéliennes dans la bande de Gaza comme en Cisjordanie constituent des crimes internationaux, à minima des crimes de guerre, voire d'autres crimes qui devront être définis par les juridictions pénales internationales et notamment la Cour pénale internationale. Donc il y a 3 crimes qui sont définis par le statut de Rome, 3 crimes principaux. Le premier, c'est les crimes de guerre, et en gros, un crime de guerre, c'est toute violation importante des conventions de Genève. Et un crime de guerre, ça peut être un acte unique. Imaginons le meurtre d'un civil par un soldat en temps de guerre. À partir du moment où il y a un lien avec le conflit armé, ça constitue un crime de guerre. Ça peut être aussi le bombardement d'un hôpital, ça peut être toute attaque disproportionnée contre une cible civile. Ça, c'est la première définition, c'est celle du crime de guerre. La seconde, c'est l'article 7 du statut de Rome de la CPI, c'est celle du crime contre l'humanité. Et donc, un crime contre l'humanité, c'est une attaque systématique ou généralisée contre une population civile. Et donc là, on n'est plus dans un événement unique, on est dans un ensemble d'actes. Ça peut être des meurtres, ça peut être des tortures, des viols, ça peut être aussi le crime d'apartheid ou la déportation ou le transfert forcé de populations civiles. Et à partir du moment où c'est commis dans le cadre d'une politique systématique ou généralisée contre la population civile, ça constitue un crime contre l'humanité. Et enfin, le dernier terme, c'est celui de génocide. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Les Alliés ont choisi d'y juger les crimes nazis, un procès historique organisé par les Américains. L'idée de génocide, la définition, elle est apparue après la Shoah.
à partir de 1945, il y a des travaux pour essayer de mettre un mot sur ce qui s'est passé. Et en 1948, les États votent une convention qui est donc la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide en 1948 et qui définit le génocide comme un ensemble d'actes, donc le meurtre, le transfert forcé d'enfants, la soumission à des conditions de vie inhumaines, par exemple, en vue de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique, racial, religieux ou national. Donc ça, c'est la définition en 1948, qui ensuite s'est retrouvée à l'article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale dans exactement les mêmes termes. Donc le crime de génocide est parfaitement défini et donc on sait exactement ce qu'il recouvre juridiquement. Ensuite, la notion de nettoyage ethnique, ça c'est une notion qui ne fait pas l'objet d'une définition en droit international précise, mais dans le langage commun, le nettoyage ethnique, c'est le fait pour un groupe racial de se débarrasser d'un autre groupe de manière à rendre homogène une partie d'un territoire. Il y a des crimes qui ont été reconnus déjà par des juridictions pénales internationales qui constituent un génocide. Par exemple, et un crime contre l'humanité et des crimes de guerre. Par exemple, le tribunal militaire de Nuremberg en 1945 a considéré que les crimes commis par le régime nazi constituaient des crimes contre l'humanité. Et à l'époque, la notion de génocide n'existait pas encore, puisque je vous rappelle que la définition de la Convention date de 1948. Par la suite, mais il n'y a absolument aucun doute que la Shoah constitue un génocide. Ensuite, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie a considéré que le massacre de Srebrenica, durant lequel 8000 bosniaques musulmans, principalement hommes et des enfants, ont été tués par les Serbes de Bosnie, constituait un génocide. Enfin, le tribunal pénal international pour le Rwanda a considéré que le massacre de centaines de milliers, voire de millions de Tutsis en 1994 par les Hutus constituait également un génocide. Dans la bande de Gaza, il n'y a même pas d'accès aux humanitaires à l'heure où je parle, et donc encore moins aux journalistes internationaux et aux enquêteurs internationaux. Donc effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une connaissance précise des faits et des crimes qui ont lieu, même si il y a quand même des journalistes palestiniens à Gaza qui font un travail admirable. Il y a aussi un ensemble d'organisations des Nations Unies et d'ONG internationales qui sont sur place bien avant le 7 octobre et qui, eux, rapportent des faits qui sont aussi difficilement discutables. Le siège qui est actuellement imposé à la population commence à avoir des effets absolument redoutables pour une population qui manque de tout. Nous, en tant que Nations Unies, nous avons émis un appel en disant que si le fioul n'entre pas, nous ne pourrons plus approvisionner les boulangeries, nous ne pourrons plus approvisionner les stations d'eau, nous ne pourrons plus approvisionner les hôpitaux et peut-être que nous ne pourrons même pas continuer notre opération humanitaire parce que les véhicules ne pourront plus bouger. Il faudra rapidement que les enquêteurs internationaux de l'ONU comme de la Cour pénale internationale, puissent avoir accès rapidement sur les lieux des crimes, qu'ils puissent récolter de la preuve, alors à la fois de la preuve testimoniale, c'est-à-dire interroger les victimes et les témoins de ces crimes, mais aussi de la preuve documentaire et matérielle, par exemple les obus, les débris, pour savoir qui a commis les crimes et quelles étaient éventuellement les cibles militaires visées, et pour pouvoir documenter si les faits constituent des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Tous les conflits
armées présentent des spécificités, des complexités qui leur sont propres. Une des complexités de la bande de Gaza, notamment, c'est bien évidemment l'accès. Comme je le disais, si même l'aide humanitaire minimale, l'eau, la nourriture ne rentrent pas dans la bande de Gaza, on comprend aisément pourquoi le travail des enquêteurs internationaux va être extrêmement compliqué. La seconde raison, c'est que Israël contrôle la bande de Gaza. Et même d'un point de vue juridique, Israël occupe la bande de Gaza, même avant le 7 octobre, c'est-à-dire, ou avant en tout cas l'invasion terrestre, puisqu'on considère qu'une occupation est définie et à partir du moment où un État contrôle, par exemple, l'espace aérien, l'espace maritime, bien sûr l'espace terrestre, et où elle contrôle aussi les entrées et sorties, à la fois des biens et des personnes, dans un territoire. Donc aujourd'hui, il est certain que les capacités d'enquête des institutions internationales, de la CPI, mais aussi de l'ONU, elles sont dépendantes, dans une certaine mesure, de l'autorisation d'Israël d'accéder. Et ça, c'est un problème important, puisque ça remet en question l'indépendance des enquêtes qui ont lieu sur place. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, ces mécanismes aient un accès plein et entier à ce territoire sans aucune forme d'obstruction de l'État israélien, ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas. Un jour, la justice pénale internationale, c'est certain, pourra accéder à Gaza, soit via Israël, soit par l'Égypte, et si elle ne le peut pas, dans tous les cas, les témoins qui, eux, sont aujourd'hui à la fois en Israël et en Palestine, témoins directs des crimes commis de part et d'autre, pourront fournir de la preuve à la Cour pénale internationale et aux juridictions qui éventuellement se saisiront des crimes, et aussi, on peut enquêter sur la base d'open source, par exemple, ou de documents. Et par exemple, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine sur la base d'enquêtes menées en Ukraine, mais principalement aussi sur la base de documents signés et d'un décret présidentiel signé de Vladimir Poutine. Donc cette question de la preuve des crimes de guerre, elle est possible bien sûr avec un accès sur le terrain, mais elle est aussi dans certains cas possible sans avoir accès au lieu des crimes. Je pense qu'il peut y avoir un changement dans une dynamique qui a été depuis toujours, celle de l'impunité pour les crimes commis de part et d'autre. Et à mon avis, c'est cette question de l'impunité qui alimente aujourd'hui ce conflit auquel on ne parvient pas à trouver une solution. L'impunité pour les crimes commis par Israël en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, l'impunité aussi pour les crimes du Hamas commis en Israël. Donc ça, c'est certain que cette culture d'impunité, elle doit cesser. Et effectivement, j'espère aujourd'hui, compte tenu de la dimension catastrophique et des atrocités qui ont été commises, que la communauté internationale réalise à quel point aujourd'hui le besoin de justice est plus présent que jamais, à la fois en Israël et en Palestine, pour trouver une solution, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice.